Merci aux organisateurs, merci à Madame Colombo, surtout à Madame Muscardini, Nicolas Angeli, à vous-même, Madame, et aux autres groupes parlementaires qui ont eu le courage d'organiser cette conférence sur un thème qui déchire un peu plusieurs camps et qui tend à diviser alors que l'objectif, je pense, est tout autre. Et justement d'essayer de comprendre d'abord et de résoudre ensuite. Je voudrais souligner l'intérêt du sujet parce que ça a déjà été dit, mais je voudrais le redire avec mes propres mots, puisque nous sommes quand même au cœur de la construction de l'Union européenne. Si vous remontez dans l'Antiquité, vous constaterez que la base du droit, elle s'est faite avec la construction autour de la cellule familiale, que ce soit dans le droit romain, ou même avant. Et si vous faites en sorte que cette cellule familiale éclate, alors c'est le droit lui-même qui en pâtit. Et aujourd'hui, je pense que c'est un peu la situation que vous rencontrez. Et que des centaines, voire des milliers de personnes qui représentent donc ces centaines et ces milliers de pétitions rencontrent également. C'est une inexistence du droit. Vous êtes face à mon sens, un déni de justice. Il faudra ensuite souligner peut-être que l'intérêt de mon intervention, alors j'avais demandé à Mme Colombo si je devais ou si je pouvais intervenir, car je suis l'avocat de nombreuses personnes qui sont ici présentes, malheureusement, j'ai envie de dire, puisque si vous faites appel à mon cabinet, c'est que vous rencontrez un problème grave. Et je tiens à saluer ici la famille de M. Lionel Ghiberti qui traverse une période très compliquée. Alors je partirai de ma pratique professionnelle en me basant sur des faits concrets, sur des affaires concrètes, sur des constats que j'ai pu faire dans un certain nombre de dossiers typiques qui révèlent, selon moi, plusieurs problématiques que l'on rencontre avec la justice familiale en Allemagne. Et c'est vrai qu'il y a, sur ce point-là, une spécificité. Je soulignerai également l'actualité du sujet, puisque je tiens à disposition ce document pour les eurodéputés. Le 30 novembre dernier, donc le 30 novembre 2012, les homologues, entre guillemets, des eurodéputés, les membres de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, ont adopté en session plénière un rapport établi par la Commission des affaires juridiques et des droits de l'homme. Le rapporteur était M. Christopher Schopp du Royaume-Uni, qui ont adopté donc un rapport intitulé « Droits de l'homme et justice familiale », dans lequel, et c'est là l'intérêt, dans lequel un certain nombre de dysfonctionnements sont pointés du doigt, mais qui concernent en fait plusieurs États, et dont l'Allemagne, et aussi la République tchèque, et en particulier le Royaume-Uni. Et sur ce point, c'est dommage qu'il n'y ait plus personne des commissions, parce que j'inviterai, donc j'invite vivement les membres de la commission des pétitions à peut-être se rapprocher de leurs homologues de la commission des affaires juridiques et des droits de l'homme, ou alors la commission du droit social, qui siège régulièrement, pas très loin d'ici, c'est à quelques pas d'ici, de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Pourquoi ? Parce que en faisant ainsi, vous pourriez peut-être soulever le débat à l'intérieur même des institutions du Conseil de l'Europe, afin qu'un rapport sorte sur le problème. Parce que je ne comprends pas pourquoi ça fait des années que la commission des pétitions se bat, un peu seule d'ailleurs, avec quelques eurodéputés par-ci par-là, mais de manière plutôt isolée, en dénonçant ce problème, et pourquoi une institution comme le Conseil de l'Europe, qui a une compétence véritable en la matière, n'a jamais soulevé le problème. Donc c'est une piste, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est toutefois une piste.
Alors, je vous livre dès à présent la synthèse de mes constats à partir des dossiers que j'ai eu à traiter et par l'intermédiaire de M. Olivier Carrère. Alors, je fais une petite parenthèse sur M. Carrère, puisqu'il est, comme vous le savez, actuellement détenu dans un centre pénitentiaire à Milan, ou autour plutôt de Milan, dans la banlieue milanaise, dans des conditions matérielles qui sont assez difficiles. L'Italie connaît un problème systémique de conditions matérielles de détention qui sont plus que difficiles, puisque l'Italie fait régulièrement l'objet de condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de l'article 3 et pour des conditions matérielles inhumaines en détention. C'est un problème qu'elle estime même systémique, c'est-à-dire généralisé. Alors lorsque j'ai rencontré M. Carrère, je me suis posé la question, mais d'où il sort, quelle mouche l'a piqué, il débloque complètement, c'est pas possible, ce qu'il me raconte, ce n'est pas possible. Et puis petit à petit, il m'a apporté plusieurs dossiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et ensuite des dossiers qui me sont venus par d'autres biais, et j'ai réalisé effectivement que ce qu'il dénonce, grosso modo, c'est malheureusement la vérité. Alors, c'est vrai qu'il est dans l'outrance, il est dans l'excès, il est dans la disproportion, hein, c'est peut-être sa manière de voir les choses, mais en tout cas, les faits qu'il dénonce se révèlent être, dans la majeure partie, exacts. Et c'est bien là le problème. Alors, mais la synthèse de mes constats, elle est relativement simple, c'est peu ou prou les mêmes que ceux que le Parlement européen, dans son document de travail du 28 janvier 2009, a lui aussi constaté. C'est tout d'abord le manque de contrôle des juges allemands compétents sur les avis, sur les actions, sur les décisions que prennent le Jugendamt. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue, et ça l'a été un petit peu cet après-midi, lorsqu'on parle des décisions, des jugements du Jugendamt. Non, c'est inexact. Le Jugendamt ne rend pas de jugement. Celui qui rend un jugement, c'est le juge aux affaires familiales compétent allemand, qui a, in fine, en tout cas sur le papier et dans la législation allemande, qui a le pouvoir de dire exactement le contraire du Jugendamt. Mais il ne le fait pas. Donc la question sur laquelle devrait peut-être se pencher la commission des pétitions et la commission des questions juridiques de ce Parlement, c'est aussi pourquoi les magistrats allemands, il faut poser directement la question à l'école de la magistrature allemande, pourquoi les magistrats allemands ne font pas leur travail et ne remplissent pas correctement leurs fonctions juridictionnelles en ne sanctionnant pas les avis qui sont prônés par le Jugendamt. Car ce ne sont que des avis consultatifs, des avis qui ne lient pas le juge, qui est seul habilité à décider in fine et à rendre une décision exécutoire. Donc c'est là un point qui me paraît tout à fait important à soulever. Le deuxième constat, ce sont les restrictions excessives et arbitraires, hein, je le dis carrément, qui sont imposées aux parents étrangers, pour la plupart, pour maintenir un contact avec leurs enfants. Et sur ce point, il y a deux éléments qui sont, à mon sens, très préoccupants. Le premier, c'est l'imposition souvent par les services du Jugendamt et qui sont validés donc, par le juge. En tout cas, le juge ne dit rien à ce propos. D'utiliser la langue allemande lors des visites médiatisées des parents étrangers, de sorte que leur conversation puisse être contrôlée. Alors, ce n'est pas systématique, mais je l'ai rencontré dans plusieurs dossiers. Et ça, je pense que c'est quand même un problème extrêmement grave. J'ai le cas d'un monsieur qui s'appelle Wahid Ben Alaya, qui réside en Allemagne et qui est de nationalité tunisienne. Sa femme également, il a fait une pétition donc qui a été déclarée recevable, sympathisant du CED. La séparation avec son épouse également de nationalité tunisienne, et ils se parlent en arabe donc entre eux.
est compliquée. Le couple se sépare, le Jugendamt se saisit de l'affaire, les enfants sont confiés à la mère pendant une période à une famille d'accueil, puis de nouveau à la mère. Les visites sont médiatisées et dans des conditions extrêmement strictes, quelques heures, par-ci par-là. Et on force monsieur à parler à ses enfants en allemand. Bon, moi, c'est à mes yeux une violation qui est plus que flagrante, une violation qui est manifeste, là, hein, manifeste de plusieurs droits fondamentaux et notamment du respect dû à l'éducation donnée aux enfants, au respect dû à la vie familiale et même à la liberté d'expression, n'est-ce pas, qui sont garantis par le droit de l'Union européenne. Nous le verrons un peu plus loin. Le deuxième élément que je trouve préoccupant, c'est que très souvent, de très nombreux parents qui s'adressent à moi, et pas seulement des parents étrangers, c'est vrai qu'il faut souligner aussi le fait que les parents allemands sont aussi les victimes du Jugendamt et de la justice allemande en général. Vous ne pouvez pas imaginer les dizaines et les dizaines et les dizaines de messages que j'ai reçus dans ma boîte email lorsque M. Carrère s'est fait arrêter. Et c'était pour la plupart, je dois bien le dire, des parents de nationalité allemande. Le deuxième élément qui me paraît tout à fait préoccupant, c'est l'inexécution ou l'impossible exécution matérielle des droits de visite en Allemagne lorsque le parent étranger dispose, par chance, de quelques heures, une fois toutes les 2 semaines, pour voir son enfant ou ses enfants. Et là, je pense que c'est l'affaire, notamment, de M. Gilberti. M. Gilberti, il a 2 enfants. Le juge allemand a très gentiment bien voulu lui fixer un droit de visite médiatisée de manière périodique. Seulement, ce droit de visite ne peut pas être exécuté du fait des agissements de mauvaise foi de l'autre parent. Et au lieu pour le juge allemand ou pour les services du Jugendamt de taper du poing sur la table et de dire ça suffit maintenant, vous ne pouvez pas vous abriter derrière tel et tel prétexte pour ne pas amener votre enfant au centre médiatisé, au point de rencontre où les visites doivent avoir lieu, le juge et les services du Jugendamt ne font absolument rien. De sorte que le parent qui détient la résidence principale de l'enfant a un pouvoir exorbitant par rapport à l'autre. Et ces agissements-là ont été condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme dans une affaire française. Donc vous voyez bien que le problème est plus ample et dépasse même les frontières de l'Allemagne. Et c'est un arrêt, c'est l'arrêt placé Bauer contre France de 2006 qui condamne la France à 20 000 € de dommages et intérêts et à revoir son système. Et dorénavant, nous avons maintenant un décret qui est passé en 2012. Il y a obligation pour le juge français de contrôler s'il y a des difficultés, de contrôler et de condamner, si besoin est, le centre chargé du point de rencontre. Alors, ça me paraît aussi, là, peut-être une piste, pourquoi pas, à explorer. Le troisième constat que je fais, c'est que l'autorité parentale est trop facilement, en Allemagne, attribuée de manière exclusive au détriment de l'autre. En France, et je pense partout ailleurs en Europe, et j'en suis sûr en Italie, le principe est que l'autorité parentale est l'autorité parentale conjointe. Sauf cas tout à fait exceptionnel, le juge peut transférer l'autorité parentale de manière exclusive à l'un des 2 parents, mais dans des conditions très strictement encadrées par la loi et par la jurisprudence. Là, le problème avec l'Allemagne, c'est que j'ai la nette impression que le transfert peut se faire de manière extrêmement facile et rapide. Ça, c'est aussi quand même un problème de droits fondamentaux. Le quatrième constat que je fais en analysant ces dossiers, c'est l'iniquité des procédures devant les juridictions saisies. Puisque, en matière de référé, donc dans le cas d'une procédure d'urgence, selon le droit allemand applicable, et c'est clair et net, moi j'ai la traduction officielle des décisions rendues par les juridictions allemandes, le parent allemand peut
solliciter par simple courrier, sans autre forme de formalisme, saisir le JAF compétent, le JAF, donc le juge aux affaires familiales, ou l'équivalent, en la forme des référés, c'est-à-dire en urgence, afin que celui-ci lui attribue, de manière provisoire, certes, de manière provisoire, l'autorité parentale exclusive sur l'enfant. Et le juge, en quelques jours, et voire même, j'ai même vu un dossier en quelques heures, en quelques jours, disons, pour faire une moyenne, le juge peut faire droit à cette demande, de manière unilatérale, sans convocation de l'autre parent, et une décision, en plus, insusceptible de recours. Alors vous allez me dire, et c'est d'ailleurs, pour ne pas le nommer, c'est le magistrat de liaison français qui réside à Berlin, qui me répond, oui, mais ce n'est finalement que des décisions provisoires. Sauf que, dans les faits, vous constaterez que ces décisions provisoires ont tendance à s'éterniser et à ensuite être validées, puisque plusieurs mois se sont passés, validées par le tribunal compétent qui, lui, rendra sa décision avec une audience publique et en convoquant préalablement les parties pour respecter le principe du contradictoire et le principe de la publicité des débats. Mais le mal était fait. C'est là aussi un point sur lequel je pense que la commission des pétitions, qui fait un travail remarquable et formidable, et je les salue, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font, parce que ça ne va pas être simple de convaincre politiquement leurs collègues de se pencher sur la question et de voter dans un sens ou dans un autre. Mais c'est vrai que je n'ai pas caché ma déception, qui fut très profonde, lorsque j'ai découvert le dernier rapport de la commission suite à la visite sur place à Berlin, puisque je trouve que ce rapport était vraiment un rapport à minima, où l'essentiel n'est pas dit, et je ne pense pas, c'est dommage que M. Poulan ne soit plus là, parce que je lui dirai en face, je ne pense pas que avoir un ombudsman, même avec des pouvoirs élargis en Allemagne, risque de résoudre les situations très épineuses que vous connaissez tous. Et enfin, un autre constat, c'est la pénalisation ou la criminalisation quasi systématique des parents récalcitrants de se soumettre à ces mesures donc, qui sont les mesures de visite, contrôlées par les services du Jugendamt de manière très encadrée, de se soumettre donc à ces mesures qui pourraient s'analyser en une torture psychologique et en utilisant au besoin des moyens de coopération pénale lourds. Et là, j'entends par là le mandat d'arrêt européen. C'est une erreur, alors peut-être stratégique ou pas, mais c'est une erreur de la part, je pense, des autorités allemandes, de pénaliser, de criminaliser ce type de dossier. Parce que ensuite, lors de l'application des procédures de retour en application de la Convention de La Haye et du règlement Bruxelles II bis, dans le cadre donc des enlèvements parentaux d'enfants, la situation va se retrouver bloquée du fait de la pénalisation du dossier. Mais avant de me pencher peut-être plus en détail, je vais essayer d'être un peu plus rapide, il faut résoudre avant tout le problème de la compétence des institutions européennes pour discuter et se pencher de la matière. Parce que la réponse de la Commission, et de Mme Reding en particulier, il est, il faut le dire, totalement insatisfaisant. Toutes les questions qui sont posées à plusieurs reprises par Mme Muscardini, par Mme Angelilli, par Mme Mazzoni, sur des cas précis, et notamment en particulier le cas de Mme Colombo, les réponses apportées par la Commission sont insatisfaisantes. Elles visent uniquement à se débarrasser du problème en disant « finalement, nous ne sommes pas compétents », puisqu'il n'existe pas en Europe un droit matériel de la famille. Le règlement Bruxelles II bis, ce n'est qu'un instrument de reconnaissance, mais au niveau procédural. Et non pas, ce n'est pas un instrument qui va dire quelle est, au sens du droit européen,
quelle devrait être plutôt la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. Non, ça vous ne trouverez pas effectivement dans les instruments dérivés de droit communautaire, directives ou règlements. Seulement, elle oublie de dire, à mon sens, hein, la Commission, et là c'est le point de vue notamment de Mme Mazzoni, elle oublie de dire que les objectifs maintenant, surtout depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les objectifs de l'Union européenne, c'est la protection et la promotion des droits de l'enfant. Le traité de Lisbonne ayant fixé à l'Union européenne l'objectif de promouvoir les droits des mineurs. Dans ce cadre, la Commission aide à protéger, à promouvoir, à garantir les droits de l'enfant dans toutes les mesures et politiques européennes internes et extérieures qui ont un effet sur eux. Et lorsque les États membres appliquent le droit de la famille, ils appliquent en fait, ils mettent en œuvre en fait l'un des objectifs de l'Union européenne. D'où l'application, à mon avis, de toutes les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont en particulier l'article 24, paragraphe 3, qui dispose que tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. Alors, les autres dispositions, justement, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sont l'article 7, le respect de la vie privée familiale, l'article 20, l'égalité en droit, l'article 21, la non-discrimination, l'article 24 que je viens de citer, l'article qui garantit la libre circulation des personnes, puisque c'est en fait ce que reproche Mme Colombo, dont je suis son avocat, dans le cadre de la procédure que nous avons déposée à Strasbourg. C'est ce que reproche Mme Colombo aux autorités allemandes notamment, puisque dans le jugement qui a refusé à Mme Colombo de s'installer à Milan, il est expressément fait mention de ce que le droit à la liberté de circulation des personnes est subordonné au droit des enfants de vivre de manière stable en Allemagne. Alors là, je pense que nous sommes en plein dans la compétence, dans le champ d'application, dans le champ de compétences de l'Union européenne, et que j'espère que cette pétition va aboutir à des réponses plus satisfaisantes de la part de la Commission européenne de Bruxelles. Et enfin, il y a aussi dans la Charte des droits fondamentaux le droit des handicapés, où les États membres, comme l'Union, se sont engagés à promouvoir, à respecter et à garantir le droit des handicapés. Et là, je voudrais faire mention à une affaire tout à fait topique et typique de la réaction des juridictions allemandes, c'est l'affaire de M. Joly, qui est ici présent, où, dans les décisions qui ont été rendues par les juridictions allemandes, il est aussi, de manière très claire, dit que la résidence principale de la fille de M. Joly doit être, non pas peut-être, doit être attribuée à son ancienne campagne, au motif que M. Joly souffre d'un handicap physique, notamment d'une cécité. Donc le juge ne se cache pas, au moins il le dit, c'est clair et net, donc il décide de prendre cette mesure discriminatoire qui m'apparaît totalement injustifiée au regard des instruments notamment de l'Union européenne. Donc il est inexact de dire, comme le fait la Commission, que le droit matériel de la famille, et notamment donc la notion d'intérêt supérieur de l'enfant, l'unité de la cellule familiale, le respect du droit à une vie familiale est hors le champ d'application et de contrôle de l'Union européenne. Alors maintenant, sous l'angle de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors c'est essentiellement les fondements juridiques suivants. C'est l'article 8 de la Convention qui garantit le droit au respect de la vie familiale, l'article 14 qui interdit toute discrimination est fondée notamment sur la langue, l'origine sociale ou la nationalité, l'article 10 qui garantit le droit à la liberté d'expression, l'article 6, le droit au procès équitable, et l'article 13, le droit à un recours effectif. Alors vous pouvez prendre ces articles de manière isolée, ou alors vous pouvez même les combiner entre elles. Ce qui est intéressant avec la Convention européenne des droits de l'homme, c'est qu'elle constitue, cette Convention, le dénominateur commun
à l'ensemble des États européens, dont les 27 États membres de l'Union européenne. Et ce qui est intéressant aussi avec cette Convention européenne des droits de l'homme, c'est que vous constaterez, si vous lisez la Charte des droits fondamentaux, qu'en son article 53, paragraphe 2, il est expressément fait mention de ce que les droits garantis par la Charte des droits fondamentaux ne peuvent pas être interprétés en deçà des standards imposés par la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, avec la CEDH, vous êtes vraiment dans les standards minimaux du respect des droits de l'homme en Europe. Et les violations qui sont constatées, que moi j'estime avoir constatées au fur et à mesure de l'analyse des dossiers, c'est, donc je l'ai dit, l'iniquité des procédures, l'iniquité des procédures internes, la non-convocation systématiquement aux audiences des personnes concernées, l'envoi, l'information par simple lettre rédigée en allemand uniquement sur l'objet des procédures, et l'impossibilité de faire valoir utilement ses droits en temps utile devant le juge allemand compétent. Sur le plan du droit au respect de la vie familiale, je considère que les juridictions allemandes ont une vision très particulière de la notion d'intérêt supérieur. J'estime que cette vision, c'est une vision très parcellaire, en fait, de ce qu'est la notion d'intérêt supérieur de l'enfant, au sens de la jurisprudence très abondante en la matière de la Cour européenne des droits de l'homme. Puisque c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit tout à l'heure Madame Colombo, j'ai la nette impression que au visa, à la lumière du droit national allemand et au vu de la jurisprudence rendue par les tribunaux allemands, la notion, l'intérêt de l'enfant, c'est non pas de s'épanouir et d'entretenir des relations avec ses deux parents et d'intégrer une double, voire une triple culture, mais c'est avant tout de se stabiliser sur le sol allemand. Et si l'on veut qu'il se stabilise sur le sol allemand, donc on doit, aux yeux des juridictions allemandes, faire en sorte d'attribuer le plus possible la résidence principale de l'enfant aux parents qui résident, lui, de manière stable sur le territoire allemand. Et j'irais même jusqu'à dire, sans faire dans la polémique, que j'ai des fois l'impression, quand je lis les décisions allemandes, et d'un point de vue d'avocat, qu'en fait, on souhaite que l'enfant soit résident principalement en Allemagne, d'accord, qu'il ait le moins de contact possible avec son parent, qu'il parle principalement comme langue la langue allemande, et qu'il intègre l'ensemble des valeurs allemandes. 2 minutes. Et enfin, une troisième série de violations constatées, c'est la violation du droit au respect des biens. Là, je voudrais vraiment finir en quelques secondes sur le système de la Beistenschaft, qui consiste en fait, pour les services du Kreisjugendamt, à se subroger aux droits du parent allemand, à lui payer donc la pension alimentaire qui est fixée selon une nomenclature préétablie par les services du Jugendamt, qui est ensuite avalisée par une décision d'un juge allemand, pour réclamer, en fait, ensuite aux parents débiteurs de cette pension, eh bien, le solde de tout compte. Et là, je vois un gros problème, puisque si le juge allemand a validé le principe et le montant de la pension alimentaire, et que si sa décision est assortie d'un titre exécutoire européen en vertu d'un règlement du 21 avril 2004 sur les créances non contestées, alors là, la messe est dite, et il n'existe aucun recours pour le parent débiteur de faire annuler cette décision. C'est là, je pense, une autre violation des droits fondamentaux et également du droit de l'Union européenne. Je vais m'arrêter là parce que les interprètes
me font signe que je suis un peu lent. Peut-être que vous continuer sans les interprètes, qu'on remercie, en français, en étant la plupart de vous francophones. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est peut-être exact. Vous êtes tout le monde est francophone, hein? Oui. Oui. Voilà. Alors, si j'ai encore peut-être... Alors, si j'ai deux petites minutes, c'est... je voulais aussi parler de l'émission abusive de mandat d'arrêt européen. Donc là encore, c'est le cas de M. Lionel Gilberti qui, pour une affaire qui relève en principe du droit civil et des juridictions... Et je remercie les interprètes qui parlent. Dans une affaire qui relève exclusivement du droit civil et des juridictions civiles, l'Allemagne n'a pas hésité une seule seconde, sans préalable, hein, et sans avoir recours aux mécanismes qui existent pourtant entre l'autorité centrale allemande et l'autorité centrale française, qui est représentée ici, dans ce cas-là, par le Bureau de recouvrement des créances alimentaires. L'Allemagne n'a pas hésité à émettre un mandat d'arrêt européen qui a abouti à l'incarcération d'un honnête homme, qui a abouti donc à un préjudice matériel et moral pour lui, puisqu'il a dû arrêter son travail et qu'il est dans la crainte quotidienne de devoir être remis manu militari, menottes au poignet, aux autorités allemandes pour être jugé. Si l'on peut critiquer l'Allemagne pour avoir émis un tel mandat d'arrêt européen, il ne faut pas aussi perdre de vue qu'il faut aussi critiquer l'État qui est censé mettre à exécution un mandat d'arrêt européen. C'est ce que j'ai tenté en vain de faire devant les juridictions françaises. C'est ce que j'ai tenté en vain pour l'instant d'alerter les autorités de l'exécutif et les autorités législatives de mon pays. Et je regrette que Mme Griesbeck ne soit pas là, parce que c'est avec une sénatrice remarquable, Mme Joëlle Garbe-Mellam, c'est l'une des rares femmes députées et sénatrices à faire en sorte de remettre toujours sur la table ce débat. Donc si l'on doit critiquer l'Allemagne pour avoir osé émettre un tel mandat d'arrêt européen, les critiques sont partagées pour l'État qui est requis, c'est-à-dire pour la France. Pour quelle raison? Pour ne pas avoir fait la part des choses et pour avoir mis à exécution un mandat d'arrêt européen, alors que cela méritait au tout au plus une amende en matière civile uniquement. Voilà, je vous remercie.